La section 3 de ce chapitre est consacrée à l'efficacité de la politique monétaire. Je vais amener cette discussion à l'occasion, justement, de ce développement que je fais sur la dynamique de l'inflation et du chômage. Et je vais utiliser les éléments, les concepts que j'ai précisés dans le paragraphe précédent, dans la section précédente. En particulier, je vais repartir de la notion de taux de chômage naturel. Je vais reprendre tout ça. Je vais pouvoir utiliser maintenant de manière utile, de manière intéressante, cette notion de taux de chômage naturel, pas pour réfléchir sur le taux de chômage naturel, mais pour les implications importantes que cette notion a amenées. En particulier, j'ai terminé la dernière fois ma séance sur une notion qui est la courbe d'offre à la Lucas. La plupart du temps, les étudiants qui arrivent en M1 n'ont jamais entendu parler de la courbe d'offre à la Lucas. Et pourtant, je peux vous dire qu'on en parle beaucoup entre économistes. Enfin, entre macroéconomistes au moins. C'est un concept tout à fait fondamental et, en fait, parler de courbe d'offre à la Lucas, ça suppose qu'on admette la logique qui nous est proposée par ceux qui ont introduit, développé la notion de taux de chômage naturel. Au fond, c'est une autre façon de présenter les choses. C'est dire je suppose qu'il y a une courbe d'offre à la Lucas, c'est une façon raccourcie de dire j'admets tout ce qui est derrière le taux de chômage naturel. D'accord ? Et évidemment, il faut toujours avoir conscience de cela parce que vous n'êtes pas obligé de croire à cette notion de taux de chômage naturel. Il y a des objections qu'on peut avoir contre cette notion. Certains ne s'en privent pas. Il y a derrière quelque chose de très excessif là-dedans, parce que la notion de taux de chômage naturel, même si on ne l'aime pas, on ne l'aime pas pour des bonnes ou des mauvaises raisons, en général pour des mauvaises raisons, même si on ne l'aime pas, on finit par s'en servir toujours à un moment ou à un autre. Parce que c'est la seule qui permet de clarifier, enfin on n'a pas d'autres instruments, qui permet de clarifier cette notion de production potentielle. Les autres notions qu'on peut avoir, par exemple celles qui s'appuient sur des approches d'ingénieurs, par exemple les notions de utilisation des capacités ou capacités inutilisées, si vous voulez, qui sont souvent des notions qui servent pour les enquêtes auprès des chefs d'entreprise. Ces notions-là, elles sont très difficiles à utiliser macroéconomiquement. D'abord parce que, logiquement, elles posent des problèmes, mais aussi tout simplement parce que la notion de capacité au sens de l'ingénieur, ça n'a de sens que, par exemple, dans les industries manufacturières. Et évidemment, nous sommes dans des économies qui sont assez largement des économies de services. C'est très difficile de raisonner sur ce concept d'ingénieur lorsqu'on parle, par exemple, d'activité de service. Par contre, il n'y a aucun problème à utiliser l'approche que j'ai proposée, c'est-à-dire la notion de production potentielle comme, au fond, la production ou la croissance de la production, quand c'est la croissance potentielle, le niveau de la production potentielle. Lorsque la production est au niveau de la production potentielle, il n'y a pas de variation du taux d'inflation. Autrement dit, c'est la production qui n'accélère pas l'inflation. Donc cette logique-là, alors là, si on est dans la logique du Naïru, cette logique-là, si vous voulez, elle finit toujours par prévaloir, parce que c'est un instrument d'une très grande efficacité. C'est un instrument qui est logiquement très bien construit, et c'est un instrument qui s'applique sans difficulté aux économies diversifiées auxquelles nous avons affaire. Et pas seulement à une image, je dirais, très vieillotte de l'économie où le secteur productif, c'est l'industrie.
Voilà, donc, vous vous convaincrez sur cette question, qui est évidemment une question importante, sur laquelle on doit avoir sa propre position. C'est une question de jugement, d'idée qu'on peut avoir sur le sens de ce qu'on fait. Et je vais utiliser encore, je vais exploiter cette notion de courbe d'offre à la Lucas, dans le paragraphe 3, au fond, en complétant maintenant le modèle que j'ai commencé à construire. Parce qu'au fond, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, je n'ai considéré au plus que la boucle salaire-prix. Autrement dit, je n'ai considéré que la partie offre de l'économie, le comportement de salaire, l'équilibre sur le marché du travail et la détermination des prix par les entreprises. Et pour pouvoir dire quelque chose sur la politique économique, il faut naturellement que je fasse un pas de plus et que je considère un modèle complet. Un modèle complet, pour ne pas dire un modèle d'équilibre général. En fait, ici il ne s'agit pas d'un modèle d'équilibre général, il s'agit d'un modèle dynamique complet. Enfin, c'est la même chose, c'est la même notion, c'est-à-dire que je vais faire intervenir tous les marchés utiles, enfin indispensables pour avoir un raisonnement macroéconomique. Et en particulier, il faut que je fasse intervenir une partie demande, un côté demande de l'économie, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai parlé dans ce chapitre que du côté offre de l'économie. Alors, pour compléter ce modèle, je vais introduire une partie demande de l'économie de la manière la plus élémentaire possible. Je suis arrivé à un certain degré de sophistication pour décrire la demande dans le premier chapitre. Ici, je vais faire l'inverse. Je vais prendre une représentation très simplifiée de la partie demande, du côté demande de l'économie. Et on pourrait me le reprocher, mais mon objectif, c'est d'arriver à des résultats. Donc, je vais prendre le minimum pour arriver aux résultats que je veux établir, sachant qu'on peut toujours relaxer les hypothèses et vérifier que les résultats qu'on a obtenus sont robustes, c'est-à-dire sont maintenus lorsqu'on adopte des hypothèses plus générales. Alors, il faut que vous me fassiez confiance parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais en fait, on va faire un bout de parcours. Je vais déjà en faire une partie dans le cadre du cours et j'en ferai une autre partie dans un TD où je ferai appel à un modèle qui est plus général que les modèles que je vais utiliser ici. Alors, pour compléter mon modèle, je vais suivre la démarche qui a été empruntée par ce qu'on appelle le monétarisme. Le monétarisme, c'est un courant de pensée en économie. Et ce courant de pensée, ces théoriciens, si vous voulez, qui se sont inscrits dans un courant de pensée, ils ont introduit les modèles que je vais développer maintenant, et ils ont établi des résultats qui, en fait, ne vaudraient pas grand-chose si ça n'intéressait que les modèles monétaristes. On va voir que ces résultats que l'on établit, il y en a certains qui se conservent même quand on sort du monétarisme. Mais simplement là, l'intérêt de cette démarche, c'est qu'on va arriver tout de suite aux résultats, très facilement. Et c'est ça qui m'intéresse, sur le plan pédagogique et sur le plan de la construction théorique. Je vais développer des modèles qui ont une particularité. Cette particularité, c'est qu'ils permettent de dire quelque chose sur la politique économique, et le message qu'ils ont sur la politique économique est, je dirais, plutôt pessimiste ou très pessimiste.
En gros, les conclusions qu'on va mettre en évidence ici à partir de ces modèles auxquels on va parvenir, les conclusions auxquelles on va parvenir reviennent à remettre en cause l'efficacité de la politique macroéconomique, dans une assez large mesure. Alors bien sûr, dans les versions les plus radicales, on arrive jusqu'à dénier toute efficacité à la politique macroéconomique. Ça, c'est effectivement tout à fait excessif. Mais je vous rappelle que lorsqu'on est, disons, spécialiste de macroéconomie ou lorsqu'on est économiste, on est toujours gêné ou frappé par, au fond, le décalage qu'il y a entre ce que nous promet la théorie et ce qu'on obtient quand on fait de la politique économique. On est toujours déçu par la politique économique. C'est rare quand c'est l'inverse. Bon, il y a des succès de la politique économique, mais en général, on est très confiant et on n'obtient pas vraiment ce qu'on attend. Et une des explications possibles, justement, est donnée par l'approche monétariste. Il y a une part de vérité dans l'approche monétariste. Alors, évidemment, ça ne va pas jusqu'à supprimer toute efficacité de la politique macroéconomique et surtout de la politique monétaire, mais ça peut expliquer une partie du problème qu'on rencontre, disons, l'efficacité douteuse ou insuffisante des politiques macroéconomiques et les déceptions que l'on a lorsqu'on met en place des politiques macroéconomiques qui sont censées résoudre les problèmes qu'on a résolus. Je vais donc présenter ces modèles monétaristes. Vous avez entendu parler de monétarisme. Et si je vous demandais qu'est-ce que c'est qu'un modèle monétariste, je suis persuadé que j'aurais une pluralité de réponses. Donc je ne vais pas faire le test, mais je l'ai déjà fait parmi des étudiants. J'aurais une pluralité de réponses et un pourcentage de bonnes réponses qui serait inférieur à 20%. Alors, pourquoi? D'abord parce qu'il n'y a pas un accord absolu là-dessus, il y a un consensus pour dire ce que c'est qu'un modèle monétariste. Et je vais vous proposer déjà une définition des modèles monétaristes. Une clé pour reconnaître que l'on a affaire à un modèle monétariste. On caractérisera les modèles monétaristes par deux hypothèses. Autrement dit, je vais attribuer le label de modèle monétariste à tout modèle qui présente deux caractéristiques. Premièrement, l'hypothèse du taux de chômage naturel, en général sous la forme d'une courbe d'offre à la Lucas. Ces modèles contiennent tous, on peut le dire, une courbe d'offre à la Lucas. Cette courbe d'offre à la Lucas, je la réécris de cette manière, la manière la plus générale possible. C'est-à-dire que j'écris, c'est la formulation générale, que la surprise inflationniste est une fonction de l'écart entre la production et la production potentielle, ou la surprise inflationniste est une fonction de l'output gap. La deuxième caractéristique des modèles monétaristes, c'est ce que l'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. La théorie quantitative de la monnaie, c'est l'hypothèse que la demande de monnaie est inélastique au taux d'intérêt. C'est une hypothèse particulière. Jusqu'à maintenant, j'ai pris comme hypothèse que, précisément, la demande de monnaie était une fonction du taux d'intérêt. Je vais écrire tout simplement que petit m, je vous rappelle que les petites lettres sont les logarithmes des grandes lettres. Petit m plus petit v égale petit p plus petit y. Autrement dit, le logarithme de la masse monétaire plus le logarithme de la vitesse de circulation de la monnaie est égal au logarithme des prix plus le logarithme de la production. Mais ça, ce n'est pas la théorie quantitative de la monnaie, c'est une identité comptable. C'est l'identité qui définit V. La théorie quantitative de la monnaie, ce n'est pas simplement l'équation 18, c'est le fait de dire VT
le logarithme de la vitesse de la circulation de la monnaie, ne dépend pas du taux d'intérêt. Ça, c'est la clé, hein, c'est la pierre de touche, si vous voulez, c'est la clé pour reconnaître un modèle monétariste. Si vous avez l'hypothèse du taux de chômage naturel et l'hypothèse que la vitesse de la circulation de la monnaie, ne dépend pas du taux d'intérêt, vous êtes dans le monétarisme. Alors, il faut, bien entendu, pour pouvoir utiliser et résoudre ces modèles, faire des hypothèses supplémentaires, mais ce sont des hypothèses techniques. Ce ne sont pas des hypothèses qui font partie du corpus théorique, si vous voulez, du modèle monétariste. Ce sont des hypothèses techniques. Alors, par exemple, il faut faire une hypothèse sur la croissance potentielle, c'est-à-dire sur Y bar. Il faut dire comment évolue Y bar, ou n'évolue pas Y bar. Ça peut être constant. Et il faut également, comme on l'a vu déjà dans d'autres circonstances, préciser comment se forment les anticipations d'inflation. Et je vais ici étudier deux versions du monétarisme. Je vais étudier deux modèles monétaristes. Un premier modèle qui est très connu et qui est le modèle de Friedman. Je suis persuadé que vous l'avez déjà rencontré, même si souvent vous l'avez oublié. Donc on va se le remémorer et l'ancrer le plus profondément possible. Et je vais parler également de l'approche dite des anticipations rationnelles ou de la nouvelle économie classique. Alors, je vais commencer par le modèle monétariste de Friedman. Je vais considérer un modèle monétariste. Ça veut dire un modèle qui contient une courbe d'offre à la Lucas et qui retient la théorie quantitative de la monnaie. La première chose, hypothèse simplificatrice que je vais retenir, c'est que je vais supposer que dans l'économie que je considère, pour des raisons de simplification, il n'y a pas de croissance potentielle. Je vais considérer que l'output potentiel est constant. Alors le fait de faire évoluer l'output potentiel ne change rien du tout, en fait. Hein. Si vous prenez par exemple l'évolution déterministe de l'output potentiel, ça ne change rien. Si vous mettez des structures stochastiques, ça change des choses. Mais si vous dites l'output potentiel croît à taux constant, ça change rien du tout. Alors comme c'est inutile, je vais m'en abstenir et je vais supposer que la production potentielle est constante. Ce qui convient, si vous voulez, à un modèle, disons, de court terme ou de moyen terme. Ça ne convient pas à un modèle de croissance. Alors, ce modèle, il contient une courbe d'offre à la Lucas qui est précisée de la manière suivante. L'expression 19 nous dit simplement que la surprise inflationniste est une fonction de la production retardée. Alors j'ai pris la production retardée pour des raisons de simplicité de calcul. Le retard sur Y simplifie la résolution, mais ne joue aucun rôle sur les résultats. Il y a bien entendu aussi l'idée de la théorie quantitative de la monnaie sous sa version la plus simple. La version qui est retenue ici, c'est tout simplement que la masse monétaire évolue comme la somme de Y plus P. Là, le taux de croissance de la masse monétaire est égal à la somme des taux de croissance de la production et des prix. Ça veut dire tout simplement que la vitesse de circulation de la monnaie, V point, est nulle. C'est bien donc une version de la théorie quantitative de la monnaie. On a posé que V est constant, et si V est constant, à ce moment-là, on est nécessairement dans la théorie quantitative de la monnaie. Alors l'hypothèse qu'on prend ici pour l'anticipation de prix, c'est une hypothèse ad hoc. Le public a compris que quand il y a une augmentation de la masse monétaire, ça a une conséquence sur les prix. Peut-être qu'il a compris aussi le régime classique, c'est-à-dire qu'il pense que quand il y a une évolution de 1% de la masse monétaire, ça augmente de 1% les prix. On arrive au fond à cette chaîne qui nous dit le secteur privé va anticiper l'inflation dans la période T en regardant la croissance de la masse monétaire à la période T-1 et en disant
la masse monétaire, elle va augmenter de la même manière qu'à la période précédente. Et donc, comme je connais un peu d'économie, mais pas suffisamment pour dépasser l'idée qu'il va y avoir juste une croissance one for one, hein, comme dans les régimes classiques, eh bien, je vais considérer cette hypothèse. Cette formule, elle est très critiquable, mais il y a une bonne idée. La bonne idée, c'est que l'inflation a des causes monétaires. C'est de toute façon vrai dans une assez large mesure, hein, et que si on veut savoir comment l'inflation va se déterminer, c'est bon de regarder quelle est la croissance de la masse monétaire. Alors on va faire une petite résolution. La résolution, on va la faire en P et Y, ou en P point et Y point. Hein, et pour trouver comment évolue l'inflation, hein, pour trouver l'équation d'évolution de l'inflation, c'est très simple. On va remplacer dans l'équation de la courbe d'offre à la Lucas, dans l'équation 19, P point tilde par ce que nous donne l'équation 21, c'est-à-dire on va remplacer par MT-1. Et on obtient tout simplement que le taux d'inflation est égal à, c'est une fonction, hein, c'est même plus qu'une fonction, c'est égal au taux de croissance de la masse monétaire à la période T-1 plus mu que multiplie YT-1. Ça, c'est sorti de la courbe d'offre à la Lucas. Et vous voyez que si vous vous mettez à la période T, vous pouvez calculer, hein, le taux d'inflation P.T. Donc le taux de croissance du niveau général des prix, c'est le taux de croissance de la masse monétaire augmenté de mu YT-1, ce que me donne la courbe d'offre à la Lucas. Et puis, pour Y, en fait, je vais tout simplement obtenir une équation dynamique pour Y en prenant l'équation 20, qui est en fait l'expression de la théorie quantitative de la monnaie, en remplaçant P point par ce que je viens de trouver. Et je trouve une équation qui est écrite ici, Y point T égale la variation de M point, c'est-à-dire M point T moins M point T moins 1, moins mu que multiplie YT moins 1. Alors, je voudrais faire juste une remarque dans ma manipulation. Je vous fais remarquer que j'ai parlé de modèle complet. D'abord, pourquoi j'ai parlé de modèle complet? C'est parce qu'il y avait une partie offre du modèle, mais pas de partie demande. En fait, dans la formulation que j'ai ici, et dans la formulation que proposent les modèles monétaristes, ce sont des modèles complets. Simplement, la partie demande est restreinte à très peu de choses. La partie offre, elle est, disons, poussée, puisque c'est une courbe d'offre à la Lucas, c'est quelque chose de sophistiqué. Mais la partie demande, elle est très simple. Qu'est-ce que c'est la partie demande? Ben, c'est l'équation 20. Hein, et c'est effectivement une courbe de demande agrégée, l'équation 20. Parce que si vous exprimez Y en fonction de P, vous allez voir que Y est une fonction décroissante de P. D'accord? Et simplement indexée par M. Ici, je n'ai qu'un, aussi par simplification, je n'ai introduit qu'une seule variable de politique économique, la masse monétaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas intégrer d'autres variables de politique économique, on le fera en TD, pour s'assurer qu'on peut le faire. Mais les résultats que je veux amener, c'est des résultats sur la politique monétaire. Donc, je n'ai pas besoin de me soucier de ce qui se passe sur, disons, les dépenses publiques ou sur les taxes. Donc, au fond, l'équation 19 décrit la partie offre du modèle. Donc, de manière générale, la courbe d'offre de Lucas, c'est la partie offre du modèle. Et l'hypothèse qu'on fait sur la théorie quantitative de la monnaie, c'est la partie demande du modèle. Donc, on a un modèle complet, même s'il est caricatural, il est complet. Il y a une offre et une demande, comme dans le modèle ASAD. Sauf qu'il est dynamique, ce modèle. Donc, c'est un peu plus. De ce point de vue-là, c'est un peu mieux. Des choses un peu plus sophistiquées, des choses un peu moins sophistiquées. On ne peut pas avoir toutes les difficultés à la fois. Alors, j'ai ici deux équations, les équations 22 et 23, qui sont les équations d'évolution du niveau général des prix et de la production dans ce modèle. Et j'ai une variable de politique économique qui est la masse monétaire ou sa croissance. D'accord?
Et je vais évidemment regarder quels sont les effets de la politique monétaire dans le cadre de ce modèle. Je peux le faire, j'ai ici deux équations d'évolution, et les effets, je ne vais pas juste considérer l'effet d'impact, comme dans un modèle de statique comparative. Je vais regarder les effets dans le temps, la dynamique, si vous voulez, des effets de la politique monétaire. Ces effets, je vais en faire ici une analyse extrêmement simple à partir d'un graphique de réaction à un choc monétaire sur Y et sur P, en faisant le raisonnement suivant. Je vais considérer qu'à la période 0, on augmente le taux de croissance de la masse monétaire. Il est par exemple de 2% et on le passe à 3%. Donc on augmente le taux de croissance de la masse monétaire de 1%. Une fois pour toutes. Mes deux équations me permettent de dire tout de suite ce qui se passe. Alors, première chose, sur les prix, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? C'est parce que dans l'équation de prix intervient la croissance de la masse monétaire retardée. En revanche, il se passe effectivement quelque chose sur la production, puisque dans l'équation d'évolution de la production, vous avez bien un point T qui intervient. On augmente le taux de croissance de la masse monétaire de 1%, ça augmente d'un seul coup Y. Et ensuite, il y a une dynamique qui se met en œuvre. Arrivé à la période 1, les prix commencent à réagir. Pourquoi ils commencent à réagir? Parce qu'il y a M point T-1 dans l'équation d'évolution des prix. Donc, à la première période, rien ne se passe, mais à la seconde période, MT-1 va jouer un rôle, puisqu'il a changé. Et vous voyez en fait la dynamique qui se produit après, elle est gouvernée par les conditions suivantes. Pour les prix, c'est extrêmement simple. P point, le taux de croissance des prix, c'est-à-dire le taux d'inflation, va évoluer comme M point T-1, c'est-à-dire il va évoluer avec un rythme qui est une fois pour toutes passé à 3%, augmenté d'un terme qui est mu YT-1. Donc tant que YT-1 sera positif, on va avoir une augmentation des taux d'inflation qu'on va observer ici. Okay. Et puis évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il faut regarder ce qui va se passer sur YT pour comprendre quelle est la réaction des prix. À la première période, il y a un choc qui se produit sur M point. Et M point, enfin, comme on était à 2% avant le choc, M point T moins M point T moins 1 était nul. À la période 0, d'un seul coup, cette différence devient égale à 1%. Et passé la période 0, elle redevient nulle, puisqu'on est passé à 3% d'un seul coup, mais après, M point T et M point T moins 1 sont tous les deux égaux à 3%, et définitivement. Donc, ce terme qui est entre parenthèses, il a pris la valeur 1% en 0, et puis après, il retourne tout de suite à 0. D'accord? Et la seule chose qui reste dans cette équation d'évolution, la seule chose qui reste, c'est le terme moins mu YT-1. Ce terme moins mu YT-1, c'est celui qui va nous faire comprendre que l'augmentation qu'on a eue tout à fait au début de Y nous amène Y au-dessus de sa valeur potentielle, mais qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on va retourner progressivement à la valeur de Y bar, qui, je vous le rappelle, est 0. Donc, au fur et à mesure, sur le moment du choc, ça a pris une valeur positive, et au fur et à mesure qu'on avance, cette valeur positive se réduit et ça va tendre vers 0. Donc, si vous voulez, c'est ce que nous indique cette équation d'évolution. Comme Y tend vers 0, on voit aussi ce qui se passe dans l'équation de prix, ce qui va se passer dans l'équation de prix.
c'est tout simplement qu'on a bien engrangé en fait cette variation de mt-1, on a toujours 3% qui va déterminer, ce 3% qui va déterminer P point, et la variation des prix, eh bien, elle va se ralentir progressivement, elle va se ralentir et elle va amener le taux d'inflation à une nouvelle valeur qui est très exactement par rapport à la valeur de départ. On va converger, si vous voulez, vers une valeur à l'état stationnaire qui est P0 augmenté de 1%. Donc, si vous voulez, l'état stationnaire de ce modèle, c'est un régime classique, mais pas l'état transitionnel. Hein. L'état stationnaire, c'est un régime classique. Alors la question, c'est est-ce que ça converge vers l'état stationnaire? Ça converge vers l'état stationnaire, évidemment, puisque l'effet que vous avez ici, c'est-à-dire l'effet autorégressif, hein, est négatif. Donc il y a bien une convergence vers l'état stationnaire. Mu est un paramètre positif. Hein, donc à chaque fois, hein, vous vous rapprochez en descendant vers l'état stationnaire. Et YT devient de plus en plus petit. D'accord? Donc, qu'est-ce que je viens de dire, au fond? La production augmente de 1% juste après les chocs, mais les prix restent inchangés. En T-1, en T+1, excusez-moi, donc en 1, ici, hein, les prix augmentent de 1 plus mu%, mais la production se met à décliner. Et au taux, à quel taux? Eh bien, au taux de mu%, comme l'indique la formule qui est au-dessus du graphique, et jusqu'à ce que l'output revienne vers l'output potentiel. À long terme, la production rejoint progressivement la production potentielle, mais le taux d'inflation ne revient jamais à son taux initial. Il est définitivement augmenté de 1% par rapport à l'état initial. C'est ça le point important. C'est ce qu'on appelle le théorème accélérationniste. Dans ce modèle, lorsqu'on fait un choc monétaire once and for all, c'est-à-dire une marche d'escalier une fois pour toutes, eh bien, ça a un impact à court terme sur la production, mais à long terme, cet impact disparaît. En revanche, ça n'a pas d'impact immédiat sur les prix, mais ça fait augmenter progressivement les prix dans le temps jusqu'à amener un taux d'inflation qui est 1% au-dessus du taux d'inflation qu'on avait au départ. Autrement dit, l'effet sur les volumes Y disparaît dans le temps, mais l'effet inflationniste perdure indéfiniment. C'est juste la conclusion qui est importante, parce que cette conclusion, si on regarde le résultat qu'on vient d'obtenir comme un élément qui permet de guider la politique économique, ça nous dit quoi? Ça nous dit que, en fait, une politique d'expansion monétaire, enfin d'accélération d'expansion monétaire, une politique monétaire, de manière générale, n'a pas d'effet à long terme sur la production. Elle a un effet transitoire sur la production. Mais elle a un effet définitif sur le taux d'inflation. Donc, les gains réels d'une expansion monétaire sont temporaires. Par contre, les inconvénients de l'expansion monétaire sont définitivement acquis pour le long terme. Vous faites cette politique, elle a des conséquences négatives à long terme et elle a des conséquences, disons, positives, si on veut, enfin, en termes réels, mais temporaires. Dans quelle mesure c'est recommandable de faire cette politique-là? Il y a toute une discussion qu'il faut connaître là-dessus. Donc, ce sont les implications du modèle en termes de politique économique. Ce modèle, il remet en cause la politique discrétionnaire. Évidemment, vous vous rendez bien compte que cette discussion que je viens d'avoir et les résultats qui sortent de là
il ne sortirait pas dans un modèle statique. Pourquoi? Parce que dans un modèle statique, on ne voit que le début, au fond, la première période. Donc on voit l'augmentation de la production, mais on ne voit pas l'augmentation des prix. Donc vous voyez, au fond, la première période de ce modèle, c'est comme un modèle ISLM. Et le long terme, c'est comme un modèle classique. Dans la première période, vous n'avez pas d'effet sur les prix, mais vous avez un effet de la politique monétaire sur la production. Et à long terme, vous avez engrangé un effet d'augmentation des prix one for one, mais plus d'effet sur la production. Donc c'est comme un régime classique. Donc on a quelque chose que, de toute façon, on ne pouvait pas vraiment décrire dans le cadre d'un régime de statique comparative, que ce soit d'ailleurs un modèle classique ou un modèle ISLM. Parce que le modèle, vous pourriez utiliser le modèle classique, mais le modèle classique, il vous dit qu'une politique monétaire, ça n'a pas d'effet sur la production. Ce modèle, il ne vous dit pas ça. Il vous dit que ça a un effet sur la production, mais temporaire. Et les recommandations de Friedman, qui je vous le rappelle quand même est un prix Nobel, les recommandations de Friedman sont extrêmement simples. Il recommande au gouvernement de ne pas toucher à la politique monétaire, c'est-à-dire de ne pas changer le rythme de croissance de la masse monétaire et d'avoir, disons, un comportement qui est cohérent avec une faible préférence pour le présent. Il faut accorder, pense-t-il, une importance aux effets à long terme, surtout quand ils sont acquis définitivement. Alors cette recommandation de Friedman, à la suite de ce modèle, a donné lieu à une myriade de papiers et de discussions, et je voudrais juste faire un commentaire là-dessus. La première chose qu'on doit dire, c'est que c'est pas ce qu'on voit en fait. Quand on regarde le comportement des banques centrales, on a tendance à dire qu'elles n'ont pas bien entendu ou qu'elles n'ont pas adhéré aux recommandations de Friedman, qui est pourtant prix Nobel et professeur d'économie. Donc la question, c'est pourquoi? Pourquoi les banques centrales ne font pas cela? Alors en fait, la première idée qu'il faut mettre en avant, c'est est-ce que le gouvernement a effectivement un taux de préférence faible pour le présent ou nul pour le présent? Ça, c'est parfaitement irréaliste. Le gouvernement a vraisemblablement un taux de préférence pour le présent assez fort, surtout à l'approche des élections. Et peut-être qu'à l'approche des élections, un gouvernement se laissera convaincre par l'intérêt d'avoir une accélération, même temporaire, de la production, juste pour passer les élections, au risque d'avoir à inverser après les choses. Donc, le gouvernement, il va avoir tendance à réagir à cette situation de cette manière. Donc ça veut dire qu'il témoigne d'une forte préférence pour le présent. Il y a d'autres raisons que les élections. Il peut y avoir simplement des considérations sociales, considérations qui reviennent toutes à la même idée, c'est qu'il faut faire quelque chose pour faire baisser le chômage. Mais ce qu'on a appris à travers la section précédente ou le paragraphe précédent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir à avoir là-dessus. Faire baisser le chômage, si ça veut dire faire baisser le taux de chômage en dessous du taux de chômage naturel, c'est quelque chose qui va provoquer une accélération définitive, indéfinie de l'inflation. Donc on ne peut pas obtenir ça, il n'y a pas d'état stationnaire qui correspond à ça. Et donc faire baisser le chômage, ça ne peut pas se faire avec de la politique monétaire. Faire baisser le chômage, ça ne peut se faire qu'avec de la politique structurelle qui réduit le taux de chômage naturel, mais pas le taux de chômage effectif, si vous voulez. Donc, c'est normal qu'on retrouve ce résultat, puisque dans la courbe de Lucas, il y a l'hypothèse du taux de chômage naturel. On prend dans ce modèle monétariste l'hypothèse de la courbe d'offre à la Lucas,
eh bien c'est normal on retrouve ce résultat qui est déjà repéré, connu, qu'on a analysé. Donc premièrement, les gouvernements ont des préférences pour le présent fortes, et rien que ça, évidemment, ça explique pourquoi les banques centrales ont tendance à faire de la stimulation monétaire. Peut-être pas au bon moment. Enfin, font la stimulation monétaire simplement parce que la situation présente joue plus dans leur considération, dans la politique monétaire, que le très long terme. Oui, très bien, il va y avoir de l'inflation, mais c'est très loin dans le temps. C'est vrai, en plus, hein, ça met du temps, l'inflation, à se développer, mais ça se développe et ça reste. Mais bon, pour un gouvernement, il faut réagir parce qu'il y a une situation difficile, parce qu'il y a une pression de l'opinion publique, ou une pression des gouvernants, etc., etc. Alors, il y a une autre considération qui est à mon avis, plus intéressante et plus profonde. Dans la présentation de modèle que je viens de vous faire, vous vous êtes aperçu qu'en fait, ce modèle, il est très lisse, en fait. Il nous décrit des évolutions très lisses. C'est-à-dire que c'est un modèle dans lequel on fait un choc monétaire, mais dans lequel on ne voit pas autre chose que les effets de la politique monétaire. Dans la réalité, la politique monétaire, elle ne se construit pas de cette manière-là. Elle se construit comme une réaction à des chocs. C'est-à-dire, il y a par exemple une récession. Quand il y a une récession, là, on essaie de mobiliser un instrument monétaire, la politique monétaire, pour un effet contracyclique. Il n'y a pas de cycle dans ce modèle. C'est absolument lisse, d'accord ? Et donc, on ne peut pas vraiment comprendre certaines choses qui ne s'expliquent que par des politiques qui ont des fondements en termes d'effets contracycliques. Si vous voulez comprendre pourquoi la Banque centrale baisse les taux d'intérêt quand il y a une récession, il faut mettre la récession dans le modèle. Si vous prenez le même modèle que celui de Friedman, mais que vous le transformez un petit peu pour faire apparaître qu'il peut y avoir des chocs qui atteignent cette économie, des chocs aléatoires qui atteignent cette économie. Donc il y a des aléas, comme ceux qu'on a vécu dans les années précédentes, ces dernières années. Il y a des aléas, et la politique monétaire, elle est mobilisée pour un effet contracyclique par rapport à ces aléas. Il y a une récession, il faut stimuler l'économie. D'accord ? Mais c'est pas on augmente la politique, on augmente la vitesse, le taux de croissance de la masse monétaire pour obtenir un meilleur résultat sur la production. C'est pas ça. C'est juste une réaction par rapport à un choc défavorable. Donc, si on tient compte de ça, on arrive à comprendre à la fois ce qui se passe, enfin, pourquoi la Banque centrale réagit de cette manière, c'est-à-dire en faisant de la stimulation quand il y a une récession, sans remettre en cause véritablement la logique profonde du modèle de Friedman. Simplement, on arrive à, disons, réconcilier le modèle de Friedman avec une évidence empirique, qui est que la Banque centrale recherche une action contracyclique, recherche un effet contracyclique. En effet, quand il y a une récession, on a quelque chose à gagner s'il s'agit d'une récession, d'un cycle réversible. Hein. Donc je suppose, par exemple, c'est ça l'idée bien entendu, dont il faut partir, c'est celle-là. Il faut que ce soit un choc réversible. Dans une perspective de cycle, il y a une récession aujourd'hui, mais il va y avoir un boom demain. D'accord ? Il va y avoir une augmentation de la production demain, rapide. D'accord ? Ben, en fait, ça justifie un certain activisme contracyclique de la Banque centrale. Parce que quand on a une récession, c'est intéressant d'augmenter, même transitoirement, la production. Parce qu'on augmente la production au moment où elle baisse. D'accord ? Et on peut dire, bon, il va y avoir des effets inflationnistes. Quand il y a une récession, les effets sont plutôt déflationnistes. Augmenter le taux d'inflation quand il y a une récession, c'est pas très grave. C'est un moment où les prix baissent.
Donc si on les fait augmenter un peu, ce n'est pas très grave. Et en plus, sur les effets de long terme concernant l'inflation, si la récession d'aujourd'hui est suivie par une correction cyclique demain, c'est ça l'hypothèse, hein, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un choc réversible. Si aujourd'hui il y a une récession, mais demain, il y aura peut-être après-demain, hein, il y aura un moment ou un autre, un boom, ben à ce moment-là, on voit très bien que c'est tout à fait justifié de faire ce que fait la Banque centrale. Elle stimule l'activité quand il y a une récession et elle réduit la croissance quand il y a un boom. Donc, quand il y a un boom où il y a effectivement une pression inflationniste, la Banque centrale peut réagir dans l'autre sens pour ralentir l'inflation et compenser les effets inflationnistes acquis pendant la récession par une politique monétaire de stimulation. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce raisonnement, il réconcilie le modèle de Friedman avec ce qu'on voit. Si on n'arrivait pas à comprendre pourquoi la Banque centrale intervient, c'est parce qu'on n'a pas tenu compte du fait qu'elle intervient par rapport à des chocs cycliques. Attention, il faut que ce soit des chocs réversibles. Si vous prenez l'hypothèse d'un choc qui n'est pas réversible, la recommandation de Friedman, elle a peut-être aussi un intérêt. Hein. Si vous prenez un choc qu'on peut construire à partir de l'idée, il y a un trou d'air, hein, il y a vraiment une récession très profonde, mais après, il n'y a pas un boom qui va compenser le trou d'air, il y a simplement un rétablissement de l'économie et on va être sur une période plate. Hein. Là, c'est plus compliqué. On peut peut-être gagner quelque chose, mais c'est plus compliqué. On peut gagner quelque chose, parce que quand il y a un trou d'air, quand il y a une récession, il y a un effet de déflation. Donc il y a une tendance de l'inflation à baisser. Ça justifie parfaitement que l'on fasse une stimulation. Quand il y a une tendance à la déflation, il n'y a pas de problème à faire de l'inflation. D'accord ? Le problème, c'est l'inflation acquise, c'est-à-dire quand vous avez augmenté le taux de croissance de la masse monétaire, si vous le maintenez indéfiniment comme ça, là c'est sûr que l'inflation, elle va augmenter de manière définitive. Mais ce n'est pas ce qu'on voit non plus. Ce qu'on voit, c'est des politiques contracycliques. Les banques centrales ont un effet de stimulation quand on est en bas de cycle, mais elles n'hésitent pas à avoir un effet, disons, de refroidissement ou restrictif quand on est en haut de cycle. En principe, elles n'hésitent pas. Encore une fois, on voit effectivement, il y a quelque chose comme ça. Ça peut arriver que les banques centrales ne fassent pas ce qu'il convient, surtout quand elles ne sont pas indépendantes, même quand elles sont indépendantes. Bon, vous avez compris mon commentaire. Alors néanmoins, ce modèle-là, il a un inconvénient dont on ne s'est pas aperçu tout de suite. Il a un inconvénient très gênant. L'inconvénient qu'il a, c'est qu'il n'est pas compatible avec les anticipations rationnelles. Il faut bien comprendre quel est le rôle de l'hypothèse d'anticipation rationnelle. L'anticipation rationnelle, c'est une hypothèse de référence qu'on peut étudier, dont on peut étudier les implications. Lorsqu'on construit des politiques économiques, il faut s'assurer que les recommandations qu'on fait, même si elles ne s'appuient pas sur une hypothèse d'anticipation rationnelle, il faut s'assurer que ces politiques économiques continuent à être efficaces si jamais, par hasard, les anticipations étaient rationnelles. Même si on ne croit pas à ça. Parce que, comme vous allez le voir, le fait que les anticipations soient rationnelles diminue l'efficacité de la politique économique. Donc, il faut faire très attention à cela. Donc, quand vous faites, ça c'est vraiment un conseil de professionnel, quand vous faites des recommandations, vous ne croyez pas aux anticipations rationnelles, libre à vous. Mais assurez-vous que vos recommandations sont maintenues, sont robustes, si les anticipations sont rationnelles. Parce que si jamais c'est le cas, vous allez faire des recommandations
et vous n'obtiendrez pas disons, l'institution qui va vous suivre n'obtiendra pas ou sera déçue par les résultats des recommandations que vous aurez faites. Donc c'est comme ça que fonctionne l'anticipation rationnelle. C'est pas la question est-ce que les anticipations sont rationnelles ou pas n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de poser une question comme ça. C'est une discussion infinie et ça n'a pas de sens. On peut faire des recherches là-dessus, hein, bien entendu. On peut construire des tests et voir si effectivement les anticipations qui sont effectivement constatées sont proches des anticipations rationnelles, et surtout s'il y a des phénomènes d'apprentissage, c'est-à-dire si les erreurs systématiques commises dans les anticipations des agents privés sont corrigées au fur et à mesure, s'il y a un processus de correction d'erreurs. Donc ça, il y a toute une recherche là-dessus, et une recherche sur la notion de rationalité limitée aussi, mais la vertu de cette thèse des anticipations, c'est pas une thèse, hypothèse des anticipations rationnelles, c'est un test de robustesse. Si vraiment vos recommandations sont toujours efficaces sous l'hypothèse d'anticipation rationnelle, vous êtes, comme on dit, on the safe side. Vous êtes dans une position qui est sécurisée. Votre recommandation a des chances, bonnes chances, d'être une bonne recommandation. Que ce soit, et elle marchera, que les anticipations soient rationnelles ou pas rationnelles. D'accord ? Et malheureusement, on a tendance à dire un peu trop facilement les anticipations rationnelles, les anticipations ne sont pas rationnelles, ce que d'ailleurs les tests ne confirment pas. Parce qu'il y a des processus d'apprentissage, donc ça veut dire qu'il y a effectivement un effort pour utiliser toute l'information. Donc, on dit très rapidement que les anticipations ne sont pas rationnelles, et donc tranquillement on fait des recommandations qui marchent si les anticipations ne sont pas rationnelles, mais qui ne marchent pas, peut-être, qui ne marchent pas bien lorsque les anticipations sont rationnelles, et après on est déçu par les résultats. Et la première chose qu'il faut faire, c'est, est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'on n'était pas très loin des anticipations rationnelles? D'accord? Quand on va dans ce sens-là, on découvre que c'est souvent l'explication. Malheureusement, dans ce modèle, les anticipations ne sont pas rationnelles. Je vais considérer une hypothèse d'anticipation rationnelle complète, si vous voulez. Et je vais retrouver, en faisant ça, ce que l'on appelle la nouvelle économie classique. New Classical Economics. Les nouveaux classiques. Attention à distinguer des néoclassiques. Ce n'est pas des néoclassiques, c'est des nouveaux classiques. Les nouveaux classiques, c'est une branche. Alors, ils ne se voient pas eux comme ça, hein, mais pour moi, c'est une branche du monétarisme. C'est un monétarisme sophistiqué. Mais c'est un monétarisme. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a une courbe d'offre à la Lucas, et je vois que ces gens-là, ils ont tendance, pas systématiquement, mais ils ont tendance quand même à prendre une variété, une variété de l'hypothèse de la théorie quantitative de la monnaie. Une variante. D'accord? C'est une variante de la théorie quantitative de la monnaie. Alors, imaginons donc un modèle stochastique, cette fois-ci. Il faut mettre des aléas pour qu'on donne vraiment un sens à la notion d'anticipation rationnelle. Sinon, c'est une anticipation parfaite, c'est pas très intéressant. Donc, imaginons qu'il y a un modèle stochastique, monétariste, avec anticipation rationnelle. Pas de croissance potentielle, donc on pose y bar t égale 0. Mais, bien entendu, comme dans tout modèle monétariste, j'ai une courbe d'offre à la Lucas. Ma courbe d'offre à la Lucas, je l'ai un petit peu adaptée. J'ai écrit ici que la surprise inflationniste est fonction de la production
comme c'est une fonction de l'output gap, mais la production potentielle c'est 0, donc la différence à 0 c'est la production. Mais il y a aussi un aléa, il y a un bruit. Donc ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'un processus déterministe, un processus stochastique. Et par ailleurs, je retiens, comme il se doit, une hypothèse qui est conforme à la théorie quantitative de la monnaie, à laquelle d'ailleurs je ne crois pas, mais ici on fait semblant d'y croire. Et je vais aussi reconstruire un peu la partie politique monétaire. La politique monétaire que je vais imaginer, c'est une politique qui est un peu plus complexe que celle de Friedman. C'est une politique qui amène la Banque centrale à déterminer l'évolution de la masse monétaire suivant un composé de deux éléments. Premier élément, le taux de croissance lambda 0. Ça, c'est la règle de Friedman. Bon, ici, c'est un peu plus compliqué. Je vais supposer qu'il y a bien cette cible inflationniste, on dirait, en termes modernes. C'est tout à fait réaliste, hein. La Banque centrale européenne se comporte un peu comme ça. Il y a une cible d'inflation, si vous voulez. Mais elle est quand même plus, disons, sophistiquée parce qu'elle n'ignore pas qu'il y a des chocs qui arrivent dans l'économie, ce qui est d'ailleurs dans mes hypothèses ici, parce que j'ai des epsilon partout, quoi. Hein. Donc j'ai un epsilon 1, par exemple, dans l'équation 24. Donc j'ai des aléas qui arrivent sur l'économie et en fait, il y a bien une idée que la Banque centrale peut faire quelque chose pour réduire les fluctuations, pour avoir un effet contracyclique. La Banque centrale fait évoluer le taux de croissance de la masse monétaire en fonction de la position cyclique de l'économie. Donc quand elle est en récession, c'est-à-dire lorsque Y prend des valeurs négatives, lorsque Y prend des valeurs négatives, ça veut dire en dessous de son potentiel, parce que ce potentiel, hein, c'est centré sur 0, eh bien la Banque centrale reflate, d'accord? Donc elle reflate, c'est-à-dire elle augmente la vitesse de croissance de la masse monétaire, la croissance de la masse monétaire, d'une fraction de l'output gap. Mais avec le signe inverse, c'est-à-dire quand il y a un output gap négatif, elle augmente plus vite la masse monétaire. Quand il y a un output gap positif, elle augmente moins vite la masse monétaire. Donc elle a un effet contracyclique. D'accord ? Au fond, il y a une cible de moyen terme pour la masse monétaire, taux de croissance qui est dicté par une cible d'inflation. Et il y a aussi un comportement contracyclique. Il y a une réaction par rapport à la position cyclique de l'économie. Donc c'est très réaliste. La Banque centrale, lorsqu'il y a une récession, elle fait de la politique expansionniste. Quand il y a un boom, elle réduit la croissance de la masse monétaire pour freiner un peu l'économie. Et en plus de ça, sophistication extrême, cette règle elle est randomisée, c'est-à-dire qu'elle a aussi un terme aléatoire. Il y a une partie de la variation de la masse monétaire qui ne s'explique ni par l'un ni par l'autre des deux premiers effets systématiques. Il y a d'autres effets. Ces deux effets, je ne dis rien sur ce que c'est, je dis simplement que c'est un bruit blanc, mais je vais donner une interprétation un peu plus loin à ces deux effets, à cet effet. La résolution de mon modèle, c'est un peu plus compliqué que dans le cas précédent, mais ce n'est pas tellement différent conceptuellement. Je vais, au lieu de déterminer Y, je vais déterminer la loi de Y, la loi de probabilité qui gouverne Y. Ben, la loi de Y, c'est l'équation 29. L'équation 29, elle me dit comment? Elle me dit quoi? Elle me dit que Y est égal à 1 sur 1 moins mu, mu étant le paramètre de la courbe d'offre à la Lucas, multiplié par un aléa. Un aléa qui est la somme, une combinaison linéaire des trois aléas que j'ai fait intervenir dans le modèle. Donc, tous ces aléas font varier Y. Mais ce qui est frappant, c'est que Y
n'est qu'une variable aléatoire. Au fond, qu'est-ce que je dis dans l'équation 29? C'est que le Y qui sort de ce modèle, c'est un bruit blanc. J'ai ici les hypothèses de bruit blanc sur epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Je fais une somme de bruit blanc, c'est un bruit blanc. D'accord? C'est un bruit blanc multiplié par un coefficient, donc c'est encore un bruit blanc. Alors ça, c'est quand même très très fort, parce que je suis en train de passer d'un extrême à l'autre. J'ai d'abord commencé par dire avec la masse monétaire, on peut faire varier Y. Ensuite, j'ai dit oui, on peut faire varier Y à court terme, mais pas à long terme. Et maintenant, je suis en train de dire, quoi que je fasse, Y va varier, mais pour des raisons aléatoires qui m'échappent totalement. D'accord? J'ai fait l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Hein. Donc, c'est quand même un résultat extrêmement lourd. Hein. Je dis, quoi qu'il arrive, quelle que soit la politique monétaire que je vais mettre en place, pourtant j'ai fait une politique monétaire sophistiquée, Y, ça va être un aléa, c'est tout. Premier résultat qui est complètement en opposition avec tout ce que nous avons vu, y compris dans le cas du monétarisme de Friedman. Je peux m'intéresser aussi à la loi qui détermine le taux d'inflation. En fait, vous voyez, si je regarde juste le premier résultat, je vais revenir juste une seconde. Si je regarde le premier résultat, la prescription qui sort de ce résultat, la recommandation qui sort de ce résultat, c'est inutile de faire quoi que ce soit en matière de politique économique, juste adopter peut-être une loi de Friedman, enfin on va voir que c'est même pas ça. C'est inutile de faire quoi que ce soit en matière de politique monétaire, ça n'aura aucun effet sur l'output. Rien. L'output, il va varier, mais pour des raisons aléatoires. OK ? Je pars de ça. Maintenant, je vais voir ce qu'il en est du taux d'inflation, parce que je peux me dire, si je veux influencer Y, la politique monétaire n'est d'aucune aide. Mais je peux vouloir affiner un peu et me dire, est-ce que, en faisant de la politique monétaire, je vais affecter le taux d'inflation? Ça, c'est possible. Oui. Alors, regardons la loi du taux d'inflation. Alors, en fait, ça, c'est un peu plus compliqué, l'histoire de la loi du taux d'inflation, mais je descends tout de suite après quelques manipulations algébriques au résultat que j'obtiens lorsque je regarde la loi du taux d'inflation. La loi du taux d'inflation, c'est l'expression 32. Que me dit cette loi? Elle me dit que P point, le taux d'inflation, c'est lambda 0, c'est-à-dire la cible d'inflation de ma banque centrale, plus une somme de deux variables aléatoires, qui sont des bruits blancs. Donc c'est lambda 0 plus un aléa. D'accord? Enfin, un aléa qui est composé de deux termes. Deux termes, au passage, non autocorrélés, puisque nous sommes dans des bruits blancs. Alors déjà, j'ai une indication, c'est que ça pourrait dire, ça pourrait laisser entendre, et c'est pas mal d'avoir une règle à la Friedman, même dans ce cas, c'est pas mal, parce que finalement, c'est même plus justifié. Parce que, comme de toute façon, on ne peut rien faire sur l'output réel, peut-être qu'il faut chercher simplement à contrôler l'inflation. Et là, au moins, on contrôle l'espérance d'inflation. C'est-à-dire, vous prenez l'espérance de ça, vous trouvez lambda 0. Donc, en choisissant une cible lambda 0, c'est un ancrage de l'inflation. Mais il y a des aléas. Et on peut aller un tout petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'on peut choisir lambda 1, c'est-à-dire la règle, la réaction de la masse monétaire aux aléas conjoncturels, au cycle? Est-ce qu'on peut choisir ça de manière intéressante? Est-ce que la stratégie contracyclique de la Banque centrale, dont on sait qu'elle n'a aucun intérêt pour l'output, est-ce qu'elle a un intérêt pour le taux d'inflation? Et là, alors là, tous les modèles de cette catégorie ne disent pas la même chose. Il y a une certaine diversité. Mais il y a quelque chose qui ressort. Alors, ce qu'on trouve dans le modèle que j'ai spécifié, moi, qui est une variante de ce modèle des nouveaux classiques, c'est que on peut se dire, au fond, cherchons une stratégie monétaire
Cherchons une stratégie monétaire qui, à défaut d'influencer la production, influence le taux d'inflation. Ça ne peut pas être la norme d'inflation, l'espérance c'est lambda 0, mais ça peut être la variance. C'est-à-dire, ce serait bien si on avait une politique monétaire qui limite la variance du taux d'inflation. D'accord? Le minimum de la variance du taux d'inflation. Ça, on peut prendre ce critère, c'est un critère très raisonnable. Si on avait de grandes variations du taux d'inflation, ça nous gênerait beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre un critère qui est minimisons la variance du taux d'inflation par une action contracyclique monétaire? Eh bien, on peut faire le calcul, et quand on fait le calcul, on trouve qu'on choisirait lambda 1 pas n'importe comment. On choisirait lambda 1 égale 0. Lambda 1 égale 0, vous voyez en fait ce que ça donne. Ça donne que, tout simplement, ce terme-là disparaît. On peut calculer la variance dans le cas général. La variance dans le cas général apparaît ici. C'est une formule standard, c'est la somme des carrés de lambda 1 et de mu multipliée par la variance du terme aléatoire. Pour minimiser cette variance, c'est très simple, on peut choisir lambda 1. La Banque centrale, elle a intérêt à choisir lambda 1 égale 0. Lambda 1 égale 0, c'est une des valeurs possibles de la fonction de réaction de la Banque centrale. Mon modèle est sophistiqué là. Il ne me dit pas qu'il ne faut rien faire. Il me dit que je peux trouver une valeur de lambda 1 qui minimise la variance. Mais il me dit quelque chose de plus. Il me dit que ce lambda 1 égale 0, ça n'est pas celui de la règle de Friedman. Parce que la règle de Friedman, elle reviendrait à choisir lambda 1 égale moins 1. Regardez comment il est ce modèle. La règle de Friedman, c'est lambda 0. Pour qu'on ait lambda 0, ici, il faut choisir lambda 1 égale moins 1. D'accord? Donc la règle de Friedman, elle n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas la meilleure. Alors, le problème, c'est que ce résultat que j'ai, il n'est pas d'une généralité parfaite. Ce qui est important, c'est qu'il reste une efficacité dans ces modèles des politiques monétaires sur le taux d'inflation. Autrement dit, le choix d'une bonne politique monétaire, ça a un sens en termes de comment maîtriser la variance du taux d'inflation. Vous voyez que la conclusion, il y a des cas où on trouve justement qu'il ne faut rien faire, mais ce sont des modèles un peu trop simples. La conclusion de ce modèle, c'est que ce modèle des nouveaux classiques dénie tout effet réel à la politique monétaire. C'est très pessimiste. Et je ne sauve qu'une partie de la politique monétaire en disant ça permet de faire quelque chose sur l'inflation, mais là-dessus on n'est pas tout à fait d'accord. Il y a quand même un point qu'il faut examiner et qu'on n'a pas vraiment traité ici. Ce modèle que nous avons ici suppose la parfaite flexibilité des prix. Il n'y a pas d'inertie nominale dans ce modèle. Et évidemment, je n'ai pas encore ouvert cette porte, si on introduit de l'inertie nominale, on va trouver des effets keynésiens dans ces modèles dynamiques. On le sait, ça c'est tout à fait naturel de penser ça. Donc effectivement, il faut, pour aller plus loin et pour remettre en cause les résultats que l'on vient de produire, de retrouver, introduire une hypothèse moins restrictive, moins limite, radicale, que celle de parfaite flexibilité des prix. D'accord ? Bon, c'est en fait ce qui se passait dans le monétarisme à la Friedman. Il y a une forme d'inertie nominale, mais elle est pas bien microfondée. Il faut sans doute aller reprendre les modèles nouveaux classiques et introduire de manière correcte, rigoureuse, l'inertie nominale, comme elle joue par exemple dans les modèles du chapitre 1. Je vous remercie.